D'abord, bonjour à tous, je suis très content d'être ici. Alors, j'ai pas grand-chose à présenter, sauf peut-être le fait que depuis très longtemps, je me préoccupe de pensée stratégique, de faire progresser la réflexion dans ce domaine-là, la réflexion sur l'efficacité dans l'action. Et je suis directeur d'une collection de stratégie, qui est la deuxième collection de stratégie en France. J'ai publié de nombreux ouvrages, je participe à de nombreux débats, et j'ai essayé de faire avancer un peu la pensée. Et c'est à ce titre-là que j'ai, il y a quelques années, publié ce livre dont je vais parler un peu, qui s'appelle Décider dans l'incertitude. Un best-seller. Alors, un best-seller, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi mon ami Vincent Ducré m'a demandé de venir, mais je pense au fond pour deux raisons. La première, c'est que c'est jamais mauvais d'avoir un discours un peu décalé par rapport au discours principal. La deuxième, c'est que vous pouvez penser que le monde de l'armée n'est pas un monde de communication. En fait, il y a des tas de communicants dans l'armée, mais ce n'est pas le point essentiel. Le point essentiel, c'est qu'au fond, quand on y réfléchit bien, la violence légitime qui est utilisée par l'armée n'est jamais qu'un moyen de communication. Toute victoire est psychologique, donc au fond, on communique. On communique soit avec des énormes bombes, soit en distribuant des rations, soit en restaurant des hôpitaux, mais au fond, on communique vers quelqu'un pour le faire adhérer à un projet. Et au fond, notre métier, c'est une communication particulière, mais néanmoins une communication. Alors pourquoi est-ce que ce que j'ai à dire a un rapport avec ce que vous faites? Ça a un rapport d'abord parce que vous agissez et que nous agissons. Et que toutes les actions humaines sont au fond marquées par les mêmes caractéristiques, et je vais y revenir. Et nous agissons, et comme nous agissons en temps réel, vous et nous, dans un monde réel, nous agissons en permanence dans l'immédiateté, et nous agissons en permanence dans l'incertitude. Or, dans cette immédiateté, dans cette incertitude, nous devons parvenir à des résultats, vous pour vos entreprises, nous pour l'État, etc. Et au fond, l'exemple militaire n'est jamais qu'un exemple, mais parce que l'action militaire est une action humaine, vous allez vous apercevoir qu'au fond, ce que je vais donner comme solution pour parvenir à l'efficacité dans l'incertitude, c'est des solutions qui sont naturellement applicables par vous. Alors, je vais traiter, puisque les 30 minutes que j'avais, on en a enlevé 15, donc je vais traiter que les deux premières parties avec un peu de rapidité. Je vous parlerai de la contrainte de l'incertitude, et on verra, au fond, on a les mêmes contraintes. Et deuxièmement, je vais vous dire comment, à mon avis, à moi, parce que c'est une synthèse à moi, on peut agir le mieux malgré l'incertitude. Donc la contrainte de l'incertitude. Alors je crois que ce qui caractérise vos actions et nos actions, c'est que dès qu'on est un homme d'action dans le monde réel, au fond, ce qui est fondamental dans l'action, c'est la dimension humaine. On agit toujours avec des hommes, pour des hommes, contre des hommes. Et c'est cette dimension humaine qui va produire au fond toute l'incertitude dans laquelle nous allons agir. Nous disons nous-mêmes que toute action se résume à une dialectique des volontés. C'est parfaitement vrai dans le monde militaire où il s'agit bien de chercher à imposer à l'autre sa propre volonté. Mais au fond, dès que nous agissons dans un milieu humain, nous agissons au milieu des volontés des autres, et c'est bien ces volontés que nous devons faire plier ou que nous devons courber, et contre lesquelles nous devons réagir. Ça, c'est la première dimension, elle est fondamentale. La deuxième dimension, c'est la multiplicité des variables. Nous sommes dans un monde, et vous êtes dans le même monde à cause, puisque les médias sont un monde infini, etc. Nous sommes dans un monde dans lequel les variables sont multiples. Nous ne pouvons pas connaître toutes les variables avec lesquelles nous agissons et sur lesquelles nous agissons. Donc nous sommes dans un monde qui ne peut pas être mis en équation. Nous ne pouvons pas prévoir parfaitement ce qui va se passer, et donc nous sommes dans une incertitude permanente. Et je dirais qu'une des caractéristiques également qui fait partie de votre monde et de notre monde, c'est qu'à partir du moment où nous avons décidé quelque chose, en fonction d'une situation qui est donnée, notre propre décision modifie le monde dans lequel la décision va s'appliquer. Ce qui fait qu'au fond, vous ne pouvez jamais savoir, au fond, comment sera le monde qui va recevoir votre décision. Et donc, on voit bien qu'au fond, plus qu'une science parfaite, le monde de la communication, comme le monde militaire, c'est un monde de l'adaptation permanente. Et au fond, ce que je vais dire, c'est que le meilleur outil d'action contre l'incertitude, c'est la capacité d'adaptation. Et je vais y revenir naturellement. Alors, pour définir ce qu'est l'action de guerre, puisqu'il n'est pas absolument sûr que chacun ici était militaire, je lis avec vous ce que disait Charles de Gaulle de la guerre. Mais vous allez voir qu'au fond, il y a beaucoup de choses communes avec les vôtres. Il disait
L'action de guerre est toujours contingente, c'est-à-dire qu'elle se présente toujours d'une manière imprévue, qu'elle est infiniment variable, qu'elle n'a jamais de précédent, ce qui est vrai en communication. C'est pourquoi, tout en se préparant par la réflexion, par le travail, par l'étude, l'action du chef en dernier ressort dépend de sa personnalité, de celui qui va agir. Ce qui sera fait ou ne sera pas fait, c'est ce qui sortira ou ne sortira pas, non point de l'ordre didactique, de la réflexion, des équations, etc., mais du cerveau et des caractères. Et c'est pour ça que toute ma carrière, et en particulier quand je commandais l'école de guerre, ce que j'ai toujours cherché à former, c'était des cerveaux, une capacité de compréhension, intelligence en situation, et des caractères, c'est-à-dire la capacité à impliquer les décisions qu'on prend, et on s'aperçoit qu'au fond, ce caractère, cette volonté, c'est ce qui fait en fait le plus défaut. Alors, De Gaulle disait aussi, et je crois que c'est vrai de l'homme de communication, l'action, ce sont des hommes au milieu des circonstances. Tout d'un coup, on est dans les circonstances et il faut réagir. C'est exactement ça. Nous agissons, toutes les forces, j'ai marqué Thérèse en particulier parce que j'ai été soldat 38 ans, ça m'a un peu marqué, mais toutes les forces agissent dans un environnement qui est complexe. Imaginons, pour nos soldats de l'armée de terre, qui un jour agissent en Côte d'Ivoire, dans les marais, l'autre jour agissent dans la forêt dense, le lendemain sont projetés dans l'île de Couche et doivent toujours produire de l'efficacité, sans jamais savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline, et en connaissant finalement très très peu de choses de leur environnement. Toujours dynamique, tout évolue en permanence. Et comme je l'ai dit, le monde évolue des décisions que vous êtes en train de prendre. Ce qui fait que, je l'ai dit, le monde dans lequel vos décisions vont s'appliquer n'est pas le monde dans lequel vous avez conçu. Et le plus souvent adverse. Il est évident qu'il n'y aurait pas de guerre et pas de soldats s'il n'y avait pas un adversaire auquel un État dont un État veut faire plier la volonté. Évidemment, la volonté de l'adversaire est exactement la même que la vôtre. Vous voulez faire en sorte, ou nous voulons faire en sorte qu'il échoue, et lui veut faire en sorte que nous échouons. Donc nous sommes dans un monde d'antagonisme. Je dirais en plus, en ce qui nous concerne, que nous n'agissons jamais que dans le chaos, puisque nous n'agissons jamais qu'en dernier ressort. Sinon, avant, il y a d'autres moyens. Donc notre métier, c'est bien d'agir dans l'incertitude la plus grande, dans le monde le plus chaotique, et c'est pour ça que nous existons. Alors, mais pourquoi, au fond, tout ce monde est complexe? C'est parce que, comme le disait Ardent Dupic, chef et penseur militaire, il dit au fond, l'homme est l'instrument premier du combat. Et l'homme est l'instrument premier de toute action humaine. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas les équations, etc. Ce qui est fondamental, c'est l'homme, et l'homme est imprédictible. Non seulement l'homme est imprédictible, mais il est caractérisé par quelque chose, c'est son inaliénable liberté. Et ça, on ne peut pas la maîtriser. Et ce qui faisait dire à Clausewitz que la guerre appartient à l'ordre du vivant, c'est-à-dire que dès qu'on donne vie à la guerre vit par elle-même. Et elle vit par elle-même parce qu'elle n'appartient pas à la décision des hommes d'État qui la lancent, elle appartient au fond aux centaines de milliers d'esprits qui vont la faire. Et cet homme, et l'homme, est le facteur premier d'imprévisibilité. Churchill disait aux hommes d'État dans ses mémoires, très grand homme, Churchill naturellement, dit, n'imaginez pas que vous allez maîtriser la guerre que vous lancez. La guerre est un outil légitime et particulièrement dangereux. N'imaginez pas que vous allez la maîtriser. Vous ne la maîtriserez pas. Vous serez seulement le jouet de ce qui va arriver. L'exemple de l'Irak, de l'Afghanistan est particulièrement marquant. On fait la guerre, on lance la guerre le 7 octobre 2001 avec 150 hommes sur le terrain. On croit résoudre des problèmes. 10 ans après, ou un peu moins de 10 ans après, il y a 150 000 hommes. Et si vous avez lu l'interview de Gérald Petraeus qui commande hier dans le Figaro, il dit « l'insurrection s'accroît ». Donc on voit bien que cette guerre-là, on ne l'a pas du tout maîtrisée. Alors l'imprévisibilité est accrue par la guerre elle-même. Pourquoi? Parce que l'homme est incertitude, l'homme est questionnement, etc. Mais dans la guerre, il y a quelque chose de dur. L'homme est souffrance, l'homme est angoisse, etc. Et donc l'homme que vous croyez connaître dans la paix, finalement dans la guerre, vous ne le connaissez pas. L'adversaire est tout autant imprévisible. Va-t-il céder, ne va-t-il pas céder, etc. On n'en sait rien. Clausewitz écrit, et c'est quelque chose de très fort dans toute action humaine, c'est encore plus vrai à la guerre, parce que la guerre sculpte les personnalités, mais il dit, chacun des adversaires fait la loi de l'autre. Et au fond, vous aussi, c'est bien les réactions à vos propres messages qui vont faire la loi, qui font que vous répondrez à ces évolutions. Donc au fond, c'est la connaissance de l'adversaire, la connaissance de la façon dont il va réagir, qui va vous permettre d'être efficace. La liberté, source d'incertitude. Le maréchal Foch parlait de la liberté comme condition inéluctable de la guerre. C'est-à-dire que nous sommes, dès qu'on agit dans un milieu humain, dans un monde de liberté. Et je rajoute, pour nous,
On sait bien ce que sont les hommes, on croit finir par les connaître, et on les connaît, mais dès qu'on les rajoute en groupe, alors les groupes eux-mêmes ont une personnalité forte, et donc tous les groupes, et nous n'agissons jamais qu'en groupe, on a donc, de part et d'autre, à la ligne de front, s'il y en avait une très grande imprévisibilité. Nous avons, et c'est la même chose pour vous, des éléments irréductibles. Là encore, je recite Clausewitz parce que c'est quand même le grand philosophe de la guerre. Il dit « Toute action de guerre se conduit dans un brouillard. Nous ne pouvons pas avoir une vision parfaite. Et nous ne devons pas chercher à avoir une vision parfaite parce que nous allons nous user, perdre du temps, perdre des moyens. Donc quoi qu'il arrive, sur toute action de guerre, mais également sur toute action humaine, il y a un brouillard. Donc il faut apprendre à décider malgré ce brouillard et non pas chercher à lever ce brouillard. » Les Américains s'étaient lancés dans cette perspective avec un livre fameux qui s'appelait « Lifting the Fog of War ». Ça, c'est au moment où ils sont partis en 2003 à la guerre en Irak. C'est parce qu'ils avaient cru maîtriser ce brouillard, maîtriser la guerre, qu'ils sont partis faire la guerre. Or, on ne peut pas lever ce brouillard. Le deuxième point, c'est le phénomène de friction. Ce que nous savons, c'est que rien ne se passe jamais comme nous l'avons prévu. Rien. Et donc nous devons avoir la certitude que ce que nous prévoyons ne se passera pas. Et j'imagine que c'est également un peu comme ça dans la communication. Donc je le lis, à la guerre tout est simple, mais la plus simple des choses est difficile. Les difficultés s'accumulent et finissent par produire une sorte de friction inconcevable tant que n'a pas l'expérience de la guerre. Et au fond, ce n'est plus le chef de guerre qui conduit la guerre, c'est cette friction qui a une force propre, qui donne la vie à la guerre et à laquelle nous devons nous adapter. Alors, on a un certain nombre de choses comme ça, et la guerre, c'est le désordre, qui est une sorte de sous-produit de la guerre en permanence. C'est le chaos en permanence, d'abord parce qu'on fait la guerre qu'à cause d'un chaos, et que finalement, on a du mal on ne peut jamais l'organiser. La violence, le danger, la complexité. Alors, la prédiction impossible. Et je crois que ça, c'est la même chose pour vous et pour nous. Nous savons que nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer. Et là, je reprends un vieux concept de sociologie, le concept de rationalité militaire, hein, qu'on applique à l'homme, mais que j'applique au Dux Militaris, rationalité limitée. Pourquoi rationalité limitée ? Parce que de toute façon, nous ne pourrons pas avoir toutes les informations qui nous permettraient de prendre une décision rationnelle. Et quand nous ne pouvons pas aussi ébaucher toutes les capacités d'action. Et nous ne pouvons pas étudier toutes les conséquences d'ordre N des actions que nous pouvons faire. Donc, à un moment donné, notre rationalité est limitée et nous devrons trancher. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. C'est également vrai en communication. À un moment donné, il faut faire. Il faut faire même si on ne sait pas. Et ça, c'est tout à fait important. Et je dirais que c'est même l'apanage du chef. C'est l'apanage du chef. C'est l'apanage du décideur. Celui qui sait tout n'est pas un chef. Celui qui sait tout est quelqu'un qui suit les règlements. Ça n'a rien à voir. Quand j'ai publié cet ouvrage qui s'appelle « Décider dans l'incertitude », bon ouvrage, mais moins bon que le vôtre, Vincent. Non, soyez modeste. Quand j'ai publié cet ouvrage, j'ai eu immédiatement deux critiques opposées. La première critique, c'est un oxymorone. Le titre est un oxymorone. On ne peut pas décider dans l'incertitude. Et d'autres, beaucoup plus limités, ont dit c'est une redondance. Parce qu'on ne décide que dans l'incertitude. Qui avait raison ? Les seconds. Les seconds. S'il n'y a pas d'incertitude, on ne décide pas. On laisse le flot des choses avancer. On n'a à décider que dans l'incertitude. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que nous formons nous-mêmes, et j'imagine que vous êtes formés aussi, pour décider à un moment où vous ne savez pas tout. Si vous savez tout, laissez vos collaborateurs de bas niveau faire par eux-mêmes. Ils suivront le règlement. Donc, nous formons les chefs pour décider dans l'incertitude. Et toute décision se prend dans l'incertitude. De la même manière, le chef, qu'est-ce qui caractérise le chef ? C'est la prise de risque. C'est la prise de risque. Parce que comme on ne sait pas tout, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Et celui qui est inapte à prendre des risques est inapte à être un chef. Les choses sont claires. Alors ensuite, il faut prendre des risques limités. Mais en tout cas, celui qui, psychologiquement, ne sait pas prendre des risques, attend, n'y arrive pas. Que disait Patton des défaites ? Il ne disait qu'une chose, les défaites se résument toutes en deux mots, trop tard, parce qu'on a attendu d'avoir des informations complémentaires pour décider, etc. Celui qui gagne, à un moment donné, décide avant l'autre. La vraie question, c'est de savoir, et je pense qu'en communication, c'est la même chose, la première chose qu'on doit décider dans une opération militaire, ou dans un geste militaire, à quel moment dois-je décider ? Quelle est la limite longue que je me donne pour prendre ma décision ou pour lancer une action ? C'est ça qui est important. Et on se dit, quoi qu'il arrive, quoi que je sache à ce moment-là, je prendrai ma décision, je ferai quelque chose, parce que quoi qu'il arrive, si je fais plus tard, de toute façon, je perdrai. Et ça, c'est une décision qui est extrêmement importante à prendre. Alors,
Agir sur des principes, se concentrer sur l'essentiel, concevoir des plans simples. Il n'y a que les plans simples qui fonctionnent. Dans le Marine Corps, ils disent KISS, keep it stupid simple. Tous vos plans doivent être particulièrement simples et ils génèrent ensuite un certain nombre de résultats. Prendre des risques calculés, agir de manière pragmatique. Alors, j'accélère. Vous avez encore quoi, 4 minutes? C'est bon, mon général, vous pouvez y aller. Bon, alors, ma synthèse, à moi, au fond, en y ayant réfléchi longuement, parce qu'encore une fois, ça fait longtemps que je suis soldat, j'étais sur de très nombreux théâtres d'opération, etc. Au fond, on est dans un monde réel où, au fond, ce qui est important, c'est la capacité d'adaptation immédiate. Ça demande deux choses. Ça demande d'abord l'intelligence de situation. L'intelligence de situation, celui qui va avoir décidé, et surtout de faire confiance à l'homme. Ce que nous savons, c'est que tous les systèmes de commandement centralisés ne fonctionnent pas dans un monde réel et rapide. Il faut faire confiance à l'homme, il faut donner de la subsidiarité, il faut donner de la délégation et laisser jusqu'au plus bas niveau ceux qui ont la bonne information décider des comportements. Et la deuxième chose, construire des systèmes adaptables. Donc, on a confondu longtemps le commandement et le contrôle parce que dans l'OTAN, on parlait de C2, Command and Control. Et en fait, c'est très différent. Si vous cherchez à contrôler, vous ne pourrez pas contrôler. Il faut commander, ce qui est complètement différent. Donc le but, pour nous, c'est d'orienter et d'encadrer l'initiative. Mais concevoir des ordres qui permettent aux collaborateurs de prendre des initiatives. Donc, on ne va pas délimiter dans le détail ce que nos subordonnés doivent faire, on va leur dire surtout ce qu'ils ne doivent pas faire. Les limites à la liberté d'action. Et donc, on cherche à commander par influence. Et donc, le concept que je développe dans mon livre, c'est de commander par le sens de la mission, la lumière au loin vers laquelle on doit aller, et par la bulle de liberté d'action, c'est-à-dire la définition de l'espace dans lequel le collaborateur, connaissant la situation, va pouvoir faire preuve d'initiative. Donc, commandement indirect par le sens de la mission et la liberté d'action, avec cette idée forte que l'homme est de loin, par rapport aux ordinateurs, le meilleur outil d'adaptation à l'incertitude et qu'il faut absolument lui faire confiance. Ce qui veut dire que le commandement doit être décentralisé. Alors, ce que nous cherchons à développer, c'est l'intelligence active. L'intelligence active qui passe par un dialogue, un respect de l'autre et une très très bonne compréhension de ce que veut le chef, de manière à ce que le subordonné s'en imprègne et réagisse au bon moment. C'est pour ça qu'on pratique, par exemple, le procédé du back brief. C'est-à-dire, dès qu'on donne un ordre, on demande au subordonné, quel que soit son grade, de répéter ce qu'on a dit. Pour dire, est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Oui, j'ai bien compris, je suis imprégné de la mission, ok, ça continue. Sinon, on connaît les ordres qui se déforment du haut en bas de la chaîne hiérarchique. Et là, on s'assure au moins que le sens de la mission a été compris. Et nous limitons les mesures de coordination de manière à brider le moins possible les capacités d'initiative. Et quant aux modalités, eh bien, ce sont aux subordonnés d'en décider. D'en décider comment? D'en décider dans l'unité. Ça, c'est tout à fait important. Quelqu'un le disait tout à l'heure, il faut bien savoir quand même où on veut aller. Il faut bien savoir aussi ce que veut le chef supérieur et ce que vont faire les collaborateurs. Les collaborateurs à droite et à gauche. Et puis développer la liberté d'action. Donc on fait coopérer et on ne coordonne pas, on décentralise, on délègue les responsabilités. Évidemment, on donne des ressources qui correspondent à la mission. Les deux conditions pour que ça fonctionne, il faut que ces initiatives, elles aillent dans le bon sens et qu'elles soient attirées vers l'état final recherché, non seulement par le sens de la mission, mais par autre chose. Et autre chose, c'est d'abord la confiance réciproque. Nous ne pouvons pas travailler sans confiance réciproque, et toute la partie du travail de temps de paix chez nous, c'est de développer la confiance entre le chef et le subordonné, de manière à ce que chacun aille dans le même sens. Et la deuxième chose qui est absolument fondamentale, c'est la compréhension mutuelle. C'est la compréhension mutuelle par la culture et la doctrine commune. C'est-à-dire qu'il y a un corpus d'idées qui sont intégrées et qui vont faire que cette initiative va aller dans le sens général de l'action. Et c'est pour ça que la doctrine chez nous a beaucoup d'importance, et nous sommes extrêmement fermes sur l'apprentissage de la doctrine, et également extrêmement souples dans l'application, et nous encourageons la dérogation par rapport à la règle. Mais néanmoins, nous voulons qu'un esprit général permette de faire canaliser les initiatives vers l'efficacité générale. Voilà. Importance de la communauté de pensée, de manière à permettre la cohérence d'initiative par la culture et la confiance. Pour nous, c'est absolument fondamental. Donc, imposer la connaissance, encourager la dérogation. Alors, ma conclusion c'est celle-là, ou mon résumé à moi,
c'est que la seule voie qui conduit, ça doit être conduite d'ailleurs en fait, j'en sais rien, à l'esprit d'entreprise, à l'initiative, à la capacité d'adaptation, à la prise de risque, c'est la décentralisation, la subsidiarité, la responsabilisation, la confiance accordée et tolérante. Une fois établis d'en haut les moyens de la cohérence d'ensemble, la seule voie qui mène désormais au succès à la guerre, c'est le commandement indirect. Merci. Merci mon général pour cette brillante présentation avec le temps imparti. J'avais juste une question. Donc vous avez été soldat pendant 38 ans et vous avez eu cette révolution technologique. Donc je voulais vous entendre là-dessus, puisque c'est vrai que, par exemple, on a évoqué quelques dossiers communs et en fait, la prise de décision graphique, par exemple, alors que dans les entreprises, on est encore à la prise de décision sur des notes, sur des documents Word, où depuis très longtemps, vous avez des décisions qui sont basées sur des graphiques en temps réel. Et donc, en fait, cette évolution de la gestion de l'information dans toutes ces années, comment vous pourrez la décrire et quel impact ça a eu en interne? Alors, je veux dire deux choses. D'une part, l'information se multiplie. L'information se multiplie et donc il a bien fallu la gérer. Il a bien fallu la gérer et effectivement, des systèmes informatiques puissants pour faire en sorte que cette information soit gérée avec des niveaux de synthèse, avec des filtres, etc., avec des reproductions graphiques. C'est absolument fondamental. C'est absolument fondamental. En même temps, c'est compliqué parce qu'une information qu'on connaît parfaitement au millimètre près, c'est l'information amie. Il y a quelque chose qu'on ne connaît jamais, c'est l'information ennemie. Et donc, quand on rassemble l'information ennemie et l'information amie, on a une image simplement fausse parce qu'il y en a une qui est up-to-date et l'autre qui est vieille. Donc, mais c'est absolument fondamental pour nous, les graphiques, etc., c'est fondamental. Et en même temps, je dirais qu'on ne sait pas mieux qu'avant. On ne sait pas mieux qu'avant parce que les moyens de renseignement et de communication se sont accrus en même temps que les théâtres s'agrandissaient et que la guerre devenait complexe, si vous voulez. Donc on est en permanence dans une course où on cherche par les moyens informatiques les plus puissants à rattraper cette multiplication des données et cet élargissement des espaces. Très bien, merci beaucoup.